plus une perce est large, est évasée, et plus la sonorité est éclatante et puissante. Inversement, plus c'est rétréci, plus c'est doux. Ça, c'est des lois acoustiques, c'est vrai aussi pour les instruments à cordes. Plus c'est long, plus c'est grave. Ouais. Donc, plus c'est court, plus c'est aigu, évidemment, quoi. Autrefois, on utilisait beaucoup les fruitiers, c'est-à-dire pruniers, poiriers, cormiers. De plus en plus, moi j'abandonne ces bois parce qu'on a beaucoup de mal à trouver des bons bois. Donc, et autrefois il y avait du buis aussi, ça c'est du buis par exemple. Hein. C'est du buis ça aussi, teinté. Et le buis c'est un très bon bois de résonance qui est toujours très utilisé. Et donc il y a aussi l'ébène et le palissandre. Alors à chaque bois, on aura une sonorité différente. Donc si on veut un instrument un peu feutré, plutôt doux, on va choisir par exemple du cormier. Donc vous voyez, c'est un bois qui est plutôt mat, hein, qui a tendance à atténuer certaines harmoniques. Si on veut un instrument très claquant et très coloré, on va prendre du buis. C'est beaucoup plus sonore. Si on veut quelque chose de très précis, on va prendre de l'ébène. On a un instrument qui sera très précis dans le doigté. Ils sont très secs. Si on veut un instrument qui soit à la fois coloré et précis, donc entre le buis et l'ébène, on va choisir du palissandre. Il y a un bois très sonore, à la fois très dense, très comprimé, ça permet d'avoir des bonnes finitions intérieures et à la fois de garder ce côté chaud, quoi. Alors que l'ébène est plus à rapprocher du métal, à la limite. Beaucoup plus neutre, en fait. Hein. Moins de cœur. Quoi. Pour ce qui concerne ces instruments, c'est essentiellement des sources écrites. Puisque ces instruments, hautbois et cornemuse, les dernières traces que l'on a, c'est une gravure de Gelée. Donc Gelée qui est un dessinateur gâtinais, hein, qui était originaire d'à côté de Parthenay, et qui a illustré un certain nombre de scènes villageoises dans la première partie du 19e. Et sur l'une de ces scènes, il représente une assemblée de village avec un cornemuseux. Et en fait, c'est la dernière mention que l'on a de cet instrument dans la région. Par contre, on a beaucoup de traces écrites dans des écrits plus anciens. Donc la première, c'est un écrit de Philippe de Comines qui cite le fait que le roi Louis XI, quand il était malade, faisait venir des bergers du Poitou pour le réjouir dans sa grande mélancolie avec ses airs qu'il jouait sur cornemuse et hautbois. Déjà, dès cette époque, sont toujours associés l'instrument cornemuse, donc le hautbois avec une poche, et les hautbois en tant que tels, sans poche, qui l'accompagnaient. Le hautbois était sans doute rarement joué seul. Il accompagnait la cornemuse, bon, on le comprend, hein, c'est comme une bombarde bretonne. On n'imagine pas une bombarde bretonne sans le biniou derrière qui reprend la mélodie, parce que bon, on sait que c'est des instruments qui demandent quand même beaucoup de souffle et qui forcément demandent à un certain moment à se reposer, quoi.
c'est vrai que la pratique vivante en Poitou a disparu depuis plus d'un siècle. Et qu'on est complètement là dans une espèce de revivalisme ou de pratique de musique de type ancienne, hein, enfin de musique ancienne. Et il faut recréer à la fois les instruments et redonner l'envie de jouer à des gens de ces instruments. Donc on en est obligé à faire de l'archéologie musicale, d'ailleurs comme bien souvent hein, dans ce domaine-là, et à repenser ce que pouvait être un jeu de cornemuse à partir des répertoires qu'on a pu trouver. Répertoire chanté et répertoire joué au violon. On a donc un écrit qui date du début du XVIIe siècle, qui est l'écrit de Robert Dudora. Il parle de ces hautbois et cornemuses et il dit qu'ils étaient joués aux fêtes de village, hein, essentiellement pour faire danser, mais aussi dans les grandes occasions. Et il cite dans ces grandes occasions, évidemment, toutes ces fêtes liées à Noël et au Nouvel An, enfin, toute la semaine de Noël. Jusqu'au XVIe, on peut considérer qu'il n'y avait pas de différenciation, il n'y avait pas de culture savante au sens propre du terme. La même culture était partagée par tous. Le même branle était dansé aussi bien par les gens du peuple que par les gens de l'aristocratie. C'est principalement des instruments qui accompagnaient donc la danse, par exemple. Hein, et ces instruments qu'on possède aujourd'hui comme instruments traditionnels, en fait, c'est des instruments qui ont principalement été mis au point à cette époque-là. À la Renaissance, il y a énormément de choses qui ont changé au niveau de la musique. Bon, il y a beaucoup d'influences italiennes, flamandes. Tant au niveau musical qu'instrumental. Tous ces instruments, on les a quasiment abandonnés au profit d'autres instruments comme le luth, le clavecin par exemple. Mais tout ce qui était cornemuse et ces grands bois par exemple, ça a été très vite abandonné, quoi. Et donc ces musiciens se sont très vite retrouvés à jouer d'une façon itinérante. C'est devenu des musiciens plus ou moins ambulants. Et petit à petit, c'est devenu des musiciens qui se sont implantés dans les campagnes. Et de là, donc, on a eu une évolution régionale de chaque instrument, quoi. Si on regarde au Moyen-Âge ou à la Renaissance, si on regarde les sculptures ou les peintures de cornemuse, c'est pratiquement les mêmes instruments dans toute l'Europe. Ça, à quelques différences près. Ce n'est qu'après que ça commence à évoluer en fonction des régions, en fonction des cultures, des luthiers aussi qui fabriquent à leur façon. Et aujourd'hui, donc, ça donne presque 50 cornemuses différentes.
La cornemuse, c'est un instrument qui est en partie végétal et en partie animal. Pour faire une cornemuse, une des premières choses à faire, c'est de tuer l'animal. C'est déjà quelque chose d'impressionnant. Et ensuite, il faut avoir la peau pour faire une outre qui va permettre d'emmagasiner les vents. Et pour ça, il faut une peau qui soit entière. Donc il faut dépouiller l'animal en gardant la peau entière. Alors les bergers, pour avoir une peau entière, font une petite fente dans une des pattes arrière. Ils introduisent dedans un chalumeau et ils soufflent pour séparer la peau des chairs, pour pouvoir ensuite la retirer entière. Et on imagine bien que dans cette opération, ça gonfle le corps de l'animal, et que s'ils arrêtent de souffler, à un moment donné, l'animal se dégonfle, l'air sort par le chalumeau, et il sort à ce moment-là un petit son flûté qui semble être celui de l'animal qui reprend vie et qui chante après la mort. Et évidemment, redonner vie à un animal mort, c'est une opération quelque peu diabolique. Et on comprend que les curés n'aiment pas beaucoup aimé ça, d'autant plus que les joueurs de cornemuse ont été régulièrement accusés d'attirer les loups avec leur cornemuse. Et donc on a deux images qui s'opposent. On a l'image du bon pasteur qui joue du chalumeau, qui joue de la flûte, et qui attire les brebis, qui est entouré de brebis autour de lui, de moutons paisibles. Et puis à l'opposé, on a le joueur de cornemuse qui lui joue de son instrument diabolique, qui est souvent d'ailleurs décoré de cornes, qui est plein de poils partout, avec des jambes en bois qui dépassent. Et il est entouré de moutons, ou enfin d'un troupeau qui en fait est constitué de loups.